Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur LCI. C'est parti pour le grand dossier. Pour tout comprendre cet après-midi de ce qui est en train de se passer en Russie. Vladimir Poutine a-t-il choisi la fuite en avant face à ces offensives massives des Ukrainiens depuis plusieurs jours? Les Ukrainiens qui s'en sont pris la nuit dernière à cette ville symbole de Saint-Pétersbourg, deuxième ville russe frappée par les drones ukrainiens la nuit dernière. Alors Vladimir Poutine n'avait plus le choix, il fallait réagir. Vladimir Poutine qui promet donc des réponses à ces frappes. Mais de quelle ampleur? Comment va-t-il s'y prendre? On va voir tout ça. Vladimir Poutine qui est apparu en treillis, en chef militaire, après un début de semaine où il avait reconnu des difficultés. Que va faire Vladimir Poutine? Il promet de s'en prendre, pourquoi pas, aux voisins européens. On va vous dévoiler cet après-midi les scénarios par lesquels la Russie pourrait s'en prendre aux pays de l'OTAN et notamment aux voisins tout proches de la Russie. Dans le grand dossier également cet après-midi, on va aller du côté des États-Unis où le président américain célèbre le 250e anniversaire de l'indépendance. Il a tenu cette nuit un discours, Donald Trump, un discours très nationaliste, un discours où il dénonce le communisme. Vous voyez, la Russie n'est jamais vraiment très loin. On va décrypter tout ça dans le grand dossier, mais d'abord donc la situation en Russie avec un Vladimir Poutine plus offensif que jamais et qui promet de répondre coup après coup. Plus l'ennemi tentera de lancer des attaques contre nos installations civiles, plus l'ennemi s'attaquera à ce type d'installation, plus la zone de sécurité que nous devrons créer sur le territoire frontalier sera grande. D'autant plus que, outre les autres territoires dont nous parlons aujourd'hui, il s'agit également d'une terre historiquement russe. Vladimir Poutine rendra coup pour coup. Qu'est-ce que cela veut dire? La tentation de la fuite en avant peut mener Vladimir Poutine dans des endroits peut-être dangereux pour nous-mêmes. On va tout vous expliquer cet après-midi dans le grand dossier avec Magali Barthez. Bonjour, éditorialiste international LCI. À vos côtés, Jean-François Boutor. Bonjour, essayiste, spécialiste de la Russie, auteur de Poutine, la logique de la force aux éditions de l'Aube. Amiral Alain de Dainville, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien chef d'état-major de la Marine. Vous avez notamment été engagé dans des opérations contre l'Iran. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Vincent Crouzet est aussi avec nous, expert en renseignement, écrivain, auteur du jour où je suis devenu espion. C'est votre autobiographie. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, on Philippe. compte sur vous pour tout comprendre dans ce grand dossier sur ce qui est en train de bouger du côté de la Russie. Pourquoi Vladimir Poutine bouge maintenant, après un début de semaine où il était apparu plutôt affaibli, peut-être déstabilisé? Eh bien peut-être parce que les attaques de la nuit dernière ont tout changé. Attaque sur une ville symbole, la ville de Saint-Pétersbourg. On va vous expliquer tout ça avec Elisa Cléage qui nous a rejoint. Bonjour Elisa. Frappe donc la nuit dernière sur cette ville de Saint-Pétersbourg par les Ukrainiens. Exactement, on va tout de suite regarder les images qui ont été publiées ce matin avec, vous allez le voir, cette épaisse fumée qui est évidemment la conséquence, vous le voyez voilà juste ici, la conséquence de ces attaques de drones ukrainiens sur un terminal pétrolier. Mais une fois n'est pas coutume, les versions divergent entre Kiev et Moscou. D'un côté, la Russie admet qu'il y a bien eu ces frappes, mais affirme qu'il n'y a pas eu de victimes et que les problèmes techniques à la suite de ces attaques ont été très vite résolus. En revanche, des responsables russes ajoutent qu'un drone également se serait écrasé sur un complexe historique, celui de Peterhof. C'est un palais qui est souvent comparé à Versailles, mais cette fois-ci sans faire de dégâts non plus. Côté ukrainien, on est bien plus affirmatif. Regardez ce tweet de Volodymyr Zelensky. Il soutient effectivement que des infrastructures pétrolières, portuaires ont été frappées, en précisant bien que cela pourrait mettre à mal l'économie russe. Et puis, il mentionne également cette base navale en parlant comme une cible militaire importante. En fait, quoi qu'il en soit, c'est un double symbole. Déjà parce que cela fait plusieurs semaines que l'Ukraine s'attaque effectivement à des infrastructures d'hydrocarbures en Russie. Regardez ces dégâts ces derniers jours sur des raffineries, ce qui provoque d'ailleurs d'importantes pénuries dans le pays. Et puis, bien évidemment, on en parlait, le symbole même de la ville de Saint-Pétersbourg, deuxième ville en Russie après Moscou, ville dont est originaire Vladimir Poutine et qui avait d'ailleurs déjà été frappée il y a moins d'un mois. Merci beaucoup Elisa, à tout à l'heure. On aura besoin de vos lumières sur d'autres sujets importants pour tout comprendre dans ce grand dossier. Magali, Saint-Pétersbourg, la ville de Vladimir Poutine attaquée la nuit dernière. C'est une humiliation.
Oui, parce que en plus Saint-Pétersbourg a déjà été visé au début du mois, au moment du grand forum de Saint-Pétersbourg, qui est vraiment l'espèce de Davos russe. C'est comme ça qu'on a coutume de le comparer. Ça mérite d'être clair. Et c'est vrai qu'il y avait déjà eu des frappes impressionnantes qui avaient lâché un immense panache de fumée au moment justement où les délégués arrivaient. Donc le jour où on veut faire de Saint-Pétersbourg une vitrine, ces frappes sur les installations pétrolières russes déjà avaient marqué les esprits et Vladimir Poutine avait essuyé un certain nombre de critiques. Bien sûr, comment était-ce possible que Saint-Pétersbourg, à ce moment-là, ne soit pas mieux protégé? Et on voit que quelques semaines plus tard, eh bien, Saint-Pétersbourg, à nouveau, est touché sans que la défense aérienne ait réussi à visiblement intercepter le projectile ukrainien, et à nouveau on voit ces nuages, ces panaches de fumée au-dessus de la ville, avec un terminal pétrolier visé. Donc il y a cette campagne systématique des Ukrainiens sur les infrastructures énergétiques qui commence à peser à tel point que Poutine lui-même, cette semaine, a été obligé de reconnaître un certain problème, un petit risque de pénurie, alors qu'en fait, il y a 30% des raffineries qui sont quand même à l'arrêt. Mais là, c'est vrai que c'est un nouveau coup et ça montre que finalement, cette immensité du territoire russe reste un véritable problème. Il n'arrive pas à se protéger contre l'ampleur de ces frappes ukrainiennes. Amiral, question naïve, mais puisqu'il y avait déjà eu des frappes sur Saint-Pétersbourg, à un moment en plus ô combien stratégique, Magali le rappelait, on aurait pu imaginer que la défense aérienne soit renforcée au-dessus de Saint-Pétersbourg, comme elle peut l'être au-dessus de Moscou. Mais les Russes ne sont pas capables de faire ça. Mais ça illustre la lourdeur du dispositif soviétique qui met beaucoup de temps à réagir et qui, en comparaison, on voit l'agilité du dispositif ukrainien qui réagit instantanément. Et donc c'est vraiment l'illustration. C'est-à-dire que les Russes n'arrivent pas aujourd'hui à contrer ces drones. Alors on le voit sur le terrain, mais n'arrivent pas à s'adapter à cette menace de drones. Mais parce que toute leur structure de l'industrie militaire est très lourde et que ça ne permet pas d'être très réactif. Une grande société ne peut pas réagir comme une PME innovante avec des jeunes chercheurs qui ont de l'innovation, qui savent faire. Et c'est vraiment l'illustration, c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens réussissent si bien face à l'ours, au gros ours qui patine. Elle est intéressante votre comparaison. La petite PME qui humilie publiquement la Russie, c'est une humiliation quand on s'en prend à Saint-Pétersbourg pour Vladimir Poutine. Saint-Pétersbourg, faut se rappeler ce que c'est. Saint-Pétersbourg, bon, c'était évidemment la ville de Pierre le Grand, mais pour Poutine, c'est l'endroit où, à partir des années 90, il a construit pendant quelques années le système et l'équipe avec laquelle il a pris le pouvoir à Moscou. À Moscou, le pouvoir était en train d'échapper aux organes, au FSB, et était entre les mains d'oligarques qui rêvaient de faire évoluer la Russie plutôt vers un ouest mafieux, on va dire, un peu. Le FSB rêvait d'avoir, lui, le contrôle et de la mafia et du pays. Et à Saint-Pétersbourg, Poutine a fait de la démonstration pendant 3-4 ans que lui tenait tout le monde et que personne ne pouvait lui résister. C'est pour ça qu'il est arrivé au Kremlin et c'est pour ça que c'est lui qui a pris le pouvoir. C'est là qu'on attaque, c'est au cœur du creuset du pouvoir même, de la manière dont le pouvoir s'est organisé. C'est les Kovalchuk, c'est Rothenberg, c'est Sechin, c'est Patrouchev. Enfin, tous les gens qui comptent dans le pouvoir russe, ils sont pratiquement tous issus de Saint-Pétersbourg et ils ont tous rencontré Poutine à peu près dans les années 90-2000. C'est très important de comprendre ça. Et c'est pour ça que les Ukrainiens frappent là. Alors, pour compléter ce que disait l'amiral, pourquoi ils n'y arrivent pas ? Parce que la campagne ukrainienne, elle ne date pas de 15 jours. En fait, elle a commencé il y a à peu près 2 ans et demi. Et ils ont systématiquement attaqué les radars, les bases, les batteries anti-aériennes, etc. La Russie, c'est un pays immense où il y a beaucoup de choses à protéger. À l'époque de Staline avait dit, pendant la guerre, on exporte. Ils ont déplacé massivement les usines pendant la guerre de l'autre côté de l'Oural parce qu'ils étaient hors de portée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Mais Poutine, son héros, c'est Staline. Et donc, ils ont pas de quoi. Les Ukrainiens ont réussi à les affaiblir sur ce plan-là depuis longtemps. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à suivre. Vincent ?
Oui, alors Saint-Pétersbourg pour Poutine, c'est plus que sa ville natale, c'est plus que la ville d'où il a finalement pris son envol politique. C'est sa chair, c'est son sang. Il faut rappeler que son frère aîné, qu'il n'a pas connu, Victor, y est mort en 1942 pendant le terrible siège de Leningrad. Il y est mort de faim. Oui. Donc vous imaginez le lien qui rattache Poutine à Saint-Pétersbourg. C'est quand il levait ses yeux de gamin sur le ciel, c'était vers le ciel de Saint-Pétersbourg, le ciel pommelé de la baie de la Neva, qui levait les yeux. Il faut se souvenir, il a invité à dîner cette semaine son institutrice, enfin c'est plutôt sa professeure de collège, Vera Gourevitch. Il l'a invité à dîner, ça doit être une dame très âgée. Cette dame, elle l'a sauvé de la rue. C'était un gamin qui était très turbulent, qui faisait 1000 conneries dans la rue, qui était appelé à devenir délinquant. Ça, c'est l'histoire qu'il raconte. Alors c'est l'histoire qu'il raconte, ça fait partie du storytelling. Non, ça fait partie du storytelling. Non, mais je l'ai entendu, cette dame. Il sort chaque fois qu'il en a besoin. Mais je l'ai entendu en interview, elle semblait sincère. Ouais, et finalement, il est devenu un grand délinquant, il est devenu un mafieux finalement. Donc voilà, Saint-Pétersbourg, c'est vraiment pour lui, c'est plus qu'une humiliation, c'est une blessure quand Saint-Pétersbourg est touché. Marion Russell, on va vous retrouver. Vous êtes l'envoyé spécial de LCI à Kiev. Cette opération menée la nuit dernière, elle a été pensée très minutieusement, évidemment, en jouant sur les failles russes. Et le président Zelensky s'en est félicité en disant qu'il y avait le symbole, mais qu'il y avait bien plus, que c'était un lieu stratégique qui avait été visé. Oui, un lieu stratégique parce que c'est un terminal pétrolier et le but pour les forces ukrainiennes, c'était d'aller frapper aussi la Russie au porte-monnaie parce que ce terminal pétrolier, s'il n'est pas en état d'usage, cela empêche la Russie d'exporter une partie du pétrole qu'il vend à l'étranger et donc ça le prive d'une partie des revenus qui permet notamment de financer la guerre en Ukraine. C'est là toute la stratégie des forces ukrainiennes d'aller frapper des endroits stratégiques. Il y a donc les terminaux pétroliers pour l'export, il y a aussi les raffineries pour assécher en quelque sorte le pays, la Russie, avec ces files d'attente que l'on a vu sur les stations-service de plusieurs centaines de Russes qui font la queue pour aller se réapprovisionner en essence. La stratégie de Volodymyr Zelensky et de l'armée ukrainienne, elle est plutôt claire, c'est d'aller chercher, loin parfois dans le territoire russe, qui n'était pas possible auparavant, avec ces drones, ces endroits stratégiques pour faire monter la pression sur le gouvernement russe et puis aussi de générer des images que les citoyens russes commencent à voir, notamment sur les réseaux sociaux, eux qui n'avaient pas été forcément touchés chez eux, sur leur territoire depuis le début de la guerre, commencent à voir les conséquences concrètes et à voir aussi ces panaches de fumée dans le ciel à Moscou, à Saint-Pétersbourg et donc à s'en inquiéter. La stratégie, elle est donc claire, elle va se poursuivre, c'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky. Il a donné 40 jours à Vladimir Poutine pour se mettre à la table des négociations, mais en attendant, pas de signe d'affaiblissement du côté ukrainien avec cette détermination à continuer de saturer le ciel russe. Hier, par exemple, ce sont 72 drones que les forces russes affirment avoir interceptés. Mais preuve en est, certains sont passés entre les mailles du filet. Marion Russell, Vincent Wartner, on va vous retrouver tout au long du grand dossier parce qu'on a besoin de vos lumières sur le terrain pour comprendre ce qui se passe. Amiral, le drone est le meilleur outil des Ukrainiens aujourd'hui pour attaquer en profondeur la Russie ? Enfin, c'est un outil limité quand même, parce que le drone n'a pas une charge militaire très importante. Et puis le drone est lent. Donc normalement, avec des moyens de défense aérienne normaux, on devrait pouvoir les intercepter. C'est pas la panacée, le drone. Le missile, c'est pour moi beaucoup plus dangereux. Mais ça veut dire que les Russes ne sont même pas capables, pour vous, de contrer des drones. Je leur formule de façon un peu provocante. Et ils en contrent quelques-uns. Évidemment. 72 la nuit dernière, disent-ils. Ils le font beaucoup moins bien que les Ukrainiens, qui, avec les PME dont je parlais, ont développé des systèmes extraordinaires pour contrer les drones. La question qu'on peut se poser, c'est si ces drones peuvent aller à Saint-Pétersbourg, est-ce qu'ils pourraient aller à Moscou et défier encore plus Poutine? C'est déjà arrivé, évidemment. Ils y vont. Et y aller. Rappelons-nous que le 9 mai, notamment lors du défilé de Vladimir Poutine, défilé de la victoire en commémoration, les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a dû avoir un défilé à minima, justement parce que Moscou était sous la menace des drones russes, des drones ukrainiens. Je pose la question parce qu'on se dit que cette hypothèse et cette menace est peut-être de plus en plus forte parce que, Rebecca Lellouche, vous allez nous raconter cette histoire, le pouvoir russe passe des petites annonces pour chercher des pilotes de drones et pour pouvoir défendre Moscou. Oui, tout simplement, une annonce a été publiée sur Headhunter, le principal site d'offres d'emploi du pays, et elle recherche des volontaires pour intégrer la Combat Army Reserve Force, la réserve nationale de l'armée de combat, chargée d'assurer la sécurité aérienne de Moscou
grâce à des systèmes de surveillance et des drones. Vous travaillerez avec du matériel de haute technologie conçu pour protéger l'environnement urbain, précise-t-elle cette annonce. Dans la description du poste, le détail des missions est donné. Il est attendu de préparer les drones avant les vols, les piloter, effectuer des missions de reconnaissance et réaliser des vols de collecte de données de jour comme de nuit. Aucune expérience particulière n'est demandée. Les candidats doivent simplement avoir des connaissances techniques de base et l'envie de se former. Et le salaire débute à 150 000 roubles par mois, soit environ 1 700 euros par mois. Cette campagne de recrutement intervient alors que le Kremlin affirme justement de renforcer les moyens de défense de la capitale. France Travail russe qui dit si vous voulez apprendre à piloter un drone et à venir protéger Moscou, n'hésitez pas surtout. Oui, mais cette annonce pose un problème pour les Russes parce que il est de notoriété publique que beaucoup de gens ont été appelés pour aller dans ces unités-là et se sont retrouvés sur le front. Et ils n'ont jamais été dronistes. Et donc la garantie d'avoir ce bel emploi formidable, c'est une garantie très mince. Et c'est le problème aujourd'hui de recrutement qu'a l'armée russe, qui ne recrute plus assez d'hommes par rapport aux pertes qu'elle enregistre. Qui plus est, elle augmente les primes d'engagement. Ces primes sont payées par les régions dont les budgets sont à l'os, et même pire qu'à l'os. Donc en fait, ils ont un vrai problème de recrutement. Ça fait un certain temps, ça fait à peu près 1 an et demi qu'ils ont créé une unité qui s'appelle Rubicon, qui est spécialisée dans ça. Mais, encore une fois, qui va avoir envie aujourd'hui d'aller se faire trouer la peau sur un front où il y a des unités qui partent à l'assaut, dont 80% ne reviennent pas? Et ça se sait. On avait cette semaine des études qui disaient que la durée de vie, alors c'est à prendre avec précaution, que la durée de vie d'un soldat russe sur le front, c'est entre 20 et 35 minutes. Mon Dieu, comme le visage de la guerre change. Et combien il est terrible pour les éléments de l'infanterie, notamment, et de l'infanterie russe, avec un taux d'attrition considérable, enfin un taux de perte considérable, entre 500 et 1000 hommes par jour, morts et blessés compris. Mais c'est assez intéressant ce que disait Jean-François. Ça explique aussi le fait que finalement les Russes consomment 2 fois moins de munitions et de projectiles que les Ukrainiens depuis près de 40 jours. Les Ukrainiens tirent 2 fois plus de missiles et de drones que les Russes, ce qui est un vrai changement quand même dans cette guerre, avec en plus beaucoup plus de précision grâce à l'utilisation massive de l'intelligence artificielle. Et c'est peut-être effectivement dû à un problème de personnel et de personnel droniste que les Russes n'ont pas. Parce que c'est bien beau d'avoir le stock de munitions, d'avoir le stock de vecteurs, mais si effectivement on n'a pas derrière les pilotes pour les mener jusqu'à leur terme, jusqu'à leur cible, effectivement ça pose un problème. On va rappeler juste une chose, c'est qu'il y a 3 semaines à peu près, la principale entreprise de fabrication de drones était au bord de la faillite parce qu'elle avait des problèmes, elle n'encaissait pas, elle n'était pas payée. Donc vous voyez, jusqu'où ça va. Une armée sans hommes formés, sans hommes qui veulent s'engager. C'est peut-être là le cœur du problème, parce que la force des Ukrainiens, c'est d'être très engagés. On voit la mobilisation populaire derrière l'armée et dans l'engagement dans cette guerre. C'est fondamental. Je ne vais pas vous citer des pays, mais il y a des pays qui ont beaucoup d'armement, des stocks de tout ce que vous voulez, chars, avions, bateaux, etc. Mais il n'y a personne dedans. Avec ça, qu'est-ce que vous voulez faire ? La valeur humaine, c'est ce qui est le principal atout d'une armée. C'est pour ça d'ailleurs que l'armée française est si forte, c'est que les militaires français, quelle que soit leur armée, sont bien formés. Mais c'est fondamental. Et d'attirer, d'avoir un esprit de défense, et puis de former, d'entraîner, de tester au combat et ailleurs, c'est fondamental. On est en train d'essayer de comprendre l'état d'esprit aujourd'hui de Vladimir Poutine pour comprendre sa réaction face à tout ce qui est en train de se passer. Si on accumule les dossiers Magali, on a ces pénuries de carburant avec ces files d'attente incommensurables dans les rues, ces Russes qui disent mais on n'a plus de carburant et qu'ils cherchent comme s'ils cherchaient de l'or. On a cette armée qui peine à recruter. On a ces frappes chaque jour lancées depuis 10 jours maintenant et cette opération qui doit durer sur 40 jours, donc encore 30 maintenant. Ça fait beaucoup. Et vous parlez de cet ultimatum pratiquement qu'a donné Volodymyr Zelensky en disant c'était en effet il y a déjà plusieurs jours, mais on se donne 40 jours pour finalement déstabiliser suffisamment le régime russe pour qu'il
soit poussé à revenir à la table des négociations. Et on voit en effet que chaque jour maintenant, il y a des frappes spectaculaires sur les infrastructures énergétiques russes pour en effet mettre la pression sur Vladimir Poutine. L'idée, c'est d'importer à la fois la guerre sur le territoire russe avec ses conséquences sur la population, sur l'opinion publique, et puis être en train quand même d'asphyxier l'économie russe pour là aussi peser sur l'entourage de Vladimir Poutine, les oligarques, l'élite économique, qui est en train de se demander quand même où va cette guerre, jusqu'à quand et pourquoi. Et en fait, tout maintenant dépend de la réaction, des conséquences que Vladimir Poutine va en tirer. Est-ce que, face à cette pression maximale que met l'Ukraine, est-ce qu'il se décide à revenir sérieusement à la table des négociations ? C'est pas le chemin qu'il semble prendre pour le moment, parce que on voit que quand on regarde toutes ces déclarations, il est davantage lancé dans une fuite en avant. Il est dans une version jusque-boutiste en disant les Ukrainiens nous défient, derrière il y a les Européens, et bien s'ils nous défient, nous irons encore plus loin. C'est un peu le ton qu'il a employé cette semaine devant le parti Russie Unie, parce que il a lancé en fait la campagne électorale pour les élections législatives de septembre en Russie, et les mots ont été extrêmement durs, extrêmement fermes, avec un Poutine qui finalement ne lâche rien, et face à ces provocations, à cette menace ukrainienne, a décidé plutôt de la surenchère. Et c'est là-dedans, et c'est dans ce moment-là que nous sommes. Cette fuite en avant, quelle forme va-t-elle prendre ? C'est ce qu'on va voir dans un instant avec les différents scénarios que pourrait mettre en œuvre Vladimir Poutine. Mais il faut ajouter à tous les dossiers qu'on vient de citer un autre important, c'est celui de la Crimée. La Crimée qui est peut-être en train de basculer. On va voir ça avec Elisa Cléache. La Crimée, on le sait, elle a été annexée en 2014 par les Russes. Et les Ukrainiens sont en train de mener un travail qui pourrait bien faire basculer la Crimée. Oui, on a 3 signes qui nous montrent un possible basculement. D'abord, c'est que la Crimée subit depuis plusieurs semaines de plein fouet les différentes attaques ukrainiennes, notamment sur les infrastructures énergétiques. C'est ce qu'on voit ici. Cela provoque à la fois des pénuries de carburant, des pénuries d'essence, mais aussi des coupures d'électricité. Les autorités locales ont même décrété l'état d'urgence et les particuliers n'ont même plus le droit d'acheter de l'essence sur place. Donc ça, c'était vraiment le premier signe qui nous montre ce possible basculement avec une volonté d'asphyxier la Crimée. Le deuxième signe, et il faut le prendre avec un petit peu plus de pincettes, puisque c'est une information qui nous provient d'un groupe de résistance ukrainien et qui nous montre donc que des administrations locales ont reçu des ordres urgents d'évacuation pour évacuer des documents, des équipements importants, des équipements de valeur. Et c'est à la suite de ces ordres d'évacuation que bizarrement certains responsables russes ont demandé des congés maladie, sont subitement tombés malades pour quitter la Crimée et ensuite repartir en Russie. Donc on a donc ces 3 signes, les pénuries, les ordres d'évacuation et ces congés maladie, qui montrent bien qu'on est dans un changement de position de la Russie, un changement qui est inédit depuis 2014 et qui montre que la position offensive des Russes est désormais passée plutôt en mode défensif. Il y a même une petite rumeur qui court, c'est l'idée d'un débarquement ukrainien en Crimée. Oui, ils le prennent très au sérieux, tellement au sérieux que des militaires russes ont participé à un exercice. C'était une forme de jeu de rôle, justement, pour simuler ce débarquement ukrainien en Crimée. Alors, c'est pas tout à fait un débarquement comme on en a connu pour la Seconde Guerre mondiale. C'est un débarquement, vous vous en doutez, beaucoup plus modernisé, avec notamment l'utilisation de drones ou d'armes de précision. Mais c'est évidemment une menace que fait également planer l'Ukraine, qui dit qu'il se prépare justement avec une possible guerre amphibie. Et puis, évidemment, ça serait une arme majeure pour l'Ukraine de pouvoir débarquer de cette manière-là en Crimée, mais il faut quand même rappeler qu'il y a peu de chances quand même qu'ils aient suffisamment de soldats justement pour arriver en Crimée avec une telle offensive terrestre, et il est plus probable qu'ils gardent plutôt la stratégie qu'ils font planer en ce moment même sur la Crimée, avec cette volonté d'asphyxier, cette volonté d'étouffer encore un petit peu plus les Russes qui sont sur place pour les contraindre à diminuer justement les attaques sur les autres villes ukrainiennes. Merci beaucoup, Elisa. Extrêmement clair. Extrêmement intéressant de comprendre ce qui est en train de se passer en Crimée. Alors, on va analyser la stratégie ukrainienne, mais d'abord, pourquoi la Crimée est aussi importante pour Vladimir Poutine ? Poutine en a fait, le symbole de
vengeance contre les Ukrainiens en 2014, et même y compris contre la révolution orange de 2004, puisqu'il avait échoué à installer au pouvoir son homme. S'il perd la Crimée, il perd toute autorité, toute légitimité. Il a investi tellement que ça va lui coûter cher. Le problème de la Crimée, c'est qu'en fait, jamais dans l'histoire de la Crimée, ceux qui tenaient la Crimée n'ont pu la garder quand ils étaient agressés, tout simplement parce que la Crimée, c'est une presqu'île qui ne peut pas vivre si on lui coupe ces liaisons. Et là, aujourd'hui, si le pont de Kerch, je suis bonheur que si le pont de Kerch n'est pas coupé, c'est pour faciliter une évacuation qui symboliquement est une catastrophe pour les Russes. Moi, je ne crois pas du tout au scénario d'une invasion de la Crimée par les Ukrainiens. Ils n'en ont pas besoin et ils en feraient quoi ? Ils seraient au contraire, ils s'exposeraient inutilement. Si la Crimée a été rattachée à l'Ukraine par Khrouchtchev, c'est pas parce que Khrouchtchev était ukrainien, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Il était dirigeant en Ukraine, ce qui n'était pas pareil. C'est tout simplement parce que la Crimée ne vit que par l'Ukraine. L'approvisionnement en eau, en électricité, toutes les voies économiques stratégiques passent par l'Ukraine. Donc c'est pour ça aussi que les Russes voulaient conquérir le sud de l'Ukraine pour conserver la Crimée de manière viable. La question de l'incursion terrestre, est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'une incursion terrestre des Ukrainiens pour prendre la Crimée, pour vous, c'est un scénario possible ? Les scénarios tels qu'ils ont été présentés, c'est-à-dire de débarquement amphibie, je ne connais pas assez la géographie de la Crimée pour savoir s'il y a des plages possibles, mais c'est extrêmement compliqué. Alors on peut aussi intervenir par voie aérienne pour venir, mais moi je n'y crois pas trop, parce que le risque est énorme là. C'est de la chair à canon pour la défense. Donc non, j'y crois pas trop à cette version-là. La Crimée est fondamentale, on vient de le dire symboliquement pour Poutine, mais aussi pour Zelensky. Marion Russell, on vous retrouve, je rappelle que vous êtes envoyé spécial de LCI à Kiev. Le président Zelensky, si ma mémoire est bonne, au début de la guerre, dit très clairement, quand la Crimée sera revenue à l'Ukraine, la guerre sera terminée. Oui, parce que c'était une question importante pour le président Volodymyr Zelensky, celle de restaurer l'intégrité territoriale tout entière de l'Ukraine sur la base des frontières qui avaient été établies en 1991. Et ces frontières, elles incluaient sur le territoire ukrainien la Crimée comme partie intégrante. C'était donc une déclaration que Volodymyr Zelensky avait fait en 2022. Et c'est peut-être aussi pour cela, pour en faire un symbole, comme vous l'évoquiez en plateau, que des discussions, des opérations sont menées notamment sur la Crimée. Vous l'avez évoqué, il y a beaucoup de cibles qui sont touchées en Crimée ces derniers jours, des drones qui sont envoyés sur des cibles notamment énergétiques sur ce territoire occupé. Une façon aussi sans doute de saturer les forces russes qui sont présentes sur ce territoire. Alors la perspective d'un débarquement terrien serait plus difficile à mettre en œuvre parce que cela demanderait énormément de moyens et semblerait peut-être compliqué du côté ukrainien. Mais ce qui est sûr, c'est que la question de la Crimée elle a toujours été plutôt centrale, mais que peut-être elle sera discutée aussi à la faveur peut-être d'un cessez-le-feu. Il y a quelques mois, par exemple, Volodymyr Zelensky s'était dit ne pas être complètement contre un cessez-le-feu sur la ligne de front actuelle qui donc excluait la Crimée avec un statu quo pour le moment sur les territoires occupés. Ça serait donc pour pouvoir obtenir un cessez-le-feu, mais ce qui est sûr c'est que cette question des territoires occupés elle sera centrale et que ces dernières semaines les Ukrainiens ont montré de plus en plus d'intérêt, de plus en plus d'attaques de force vers ces territoires occupés et notamment la Crimée, je vous le rappelle, elle est occupée depuis 2014. Merci beaucoup Marion Russell, Vincent Wartner pour toutes ces informations qui nous viennent du terrain. L'autre stratégie, Vincent, c'est donc peut-être plutôt celle qu'on évoquait, s'il n'y a pas l'incursion terrestre, c'est d'asphyxier la Crimée au point peut-être de faire évacuer ses habitants, ce qui serait là aussi une humiliation et une défaite de Poutine. Du moins d'évacuer les forces russes d'occupation de la Crimée, notamment par le pont de Kerch, signifiant le pourquoi d'ailleurs de la non-destruction du pont de Kerch, pouvant donner justement la possibilité aux unités russes de se replier en Russie, côté russe. Maintenant, c'est vrai que la géographie joue contre la Russie en Crimée, puisque les trois axes routiers au nord, donc par Armiansk, donc la route 97, par Tchongar, donc la route 105, et par Henichesk, donc les deux derniers axes, ce sont des ponts
Ce sont des ponts qui sont faciles à frapper, qui ont été frappés d'ailleurs. Le premier, donc par voie terrestre, donc Armiance, il n'y a quasiment plus aucun véhicule russe qui ne peut l'emprunter. Donc à partir de là, ça devient très compliqué pour les Russes de ravitailler la Crimée par le nord. Il n'y a plus que le pont de Kerch, mais qui est toujours embouteillé, qui est extrêmement difficile d'accès et qui en plus est très vulnérable. Donc cette géographie, elle est très compliquée pour les Russes et ça va être très compliqué de tenir la Crimée à partir du moment où cette Crimée n'est plus ravitaillée, notamment en carburant. Ensuite, sur les opérations terrestres, ils pourront faire des coups de main. Ils ont 2 unités de nageurs de combat qui d'ailleurs mènent des opérations amphibies sur le Dniepr, le 73e centre d'opération maritime et le 108e détachement spécial, qui sont très forts, notamment parce qu'ils ont été formés par les nageurs de combat occidentaux. Je ne peux pas parler des nôtres, mais au moins ils ont été formés par les nageurs de combat britanniques, du SBS, et ils sont capables de mener des coups de main spectaculaires, effectivement, sur la côte criméenne. On a donc ce dossier Crimée qui vient s'ajouter au tableau déjà noir de Poutine. Notre question, c'est de savoir comment il va réagir. Est-ce qu'il y a une fuite en avant ? C'est la question qu'on se posait. On a un début de réponse. Regardez ces images de la nuit. C'est Poutine qui s'est montré en chef de guerre. On l'avait vu en début de semaine, et on verra les images dans un instant, affaibli, un peu acculé, reconnaissant des difficultés. Voilà comment il est apparu cette nuit. En tenue militaire, en treillis, auprès des hommes, prêt à lancer l'offensive. Vladimir Poutine qui dit même avoir une victoire en main. La victoire, c'est la prise de la ville de Konstantinivka. Les forces de l'armée russe maintiennent avec assurance l'initiative stratégique dans la zone de l'opération militaire spéciale. La libération de Konstantinivka revêt une importance stratégique majeure. Avancée majeure, la prise de cette ville. Alors expliquez-nous, Magali, pourquoi cette ville, elle aurait ou non de l'importance ? Alors cette ville, déjà, elle est disputée depuis des mois et des mois. Elle fait partie vraiment de cette ceinture fortifiée qu'ont installée les Ukrainiens pour protéger le Donbass et stopper justement l'avancée des Russes. Depuis novembre dernier, les Russes sont partis à l'assaut de cette ville, sont en train de la prendre en tenaille avec des infiltrations de militaires russes à l'intérieur de la ville. Et c'est vrai, et les cartes le montrent, que ces dernières semaines, la pression, elle est très très forte pour essayer justement de prendre cette ville pour la Russie. Après, est-ce qu'aujourd'hui la ville est véritablement prise ? Alors ça, c'est la question. Par les Russes. Vladimir Poutine, en ce moment, a besoin de succès. Donc il revêt son habit militaire et il annonce une victoire de manière peut-être un petit peu précipitée. Ça ne veut pas du tout dire que la ville ne tombera pas au final. Mais il a besoin d'accélérer le calendrier pour prouver que non, il n'est pas affaibli et qu'il continue à marquer des points sur le terrain, sachant que son armée, en plus, il y a des contestations dans ses rangs et on l'a vu avec certaines vidéos, notamment de soldats mécontents ces derniers. C'est peut-être le premier indice de cette fuite en avant, parce que vous avez raison, la prise de cette ville, elle est démentie formellement par Kiev, ça va même plus loin. Regardez le petit message que le président Zelensky a dévoilé cet après-midi. Il y va avec de l'ironie. En fait, il va proposer au président russe de se rencontrer dans cette ville qu'il dit avoir prise. C'est dire que pour lui, la ville n'est pas prise et qu'elle leur appartient encore. Alors le message, on va pas le voir. On va le voir. On l'a pas. Donc je vous le raconte, c'est le président Zelensky qui, de façon ironique, dit si Vladimir Poutine est tellement maître de cette ville, qu'on s'y retrouve, qu'on discute et qu'on essaye d'y trouver un accord. Vincent, c'est un début de narratif là aussi de reprise en main de la part de Poutine, reprise en main du narratif. Bon, il fait avec ce qu'il a, il fait avec ce qu'il peut, je dirais. Parce que là, on parle de quoi ? On parle d'un losange de la mort entre Kramatorsk et Donetsk. On a donc cette ville, Konstantinivka, qui est à 30 km au sud de Barmout, à 20 km à l'est de Pokrovsk. Vous savez, Pokrovsk, c'est une bataille qui a duré 5 à 6 mois, qui s'est terminée en février dernier, qui est une victoire à la Pyrrhus pour les Russes. Grosso modo, on tourne dans ce losange depuis 2-3 ans,
où les Russes ont dû perdre près de 100 000 hommes sur ce losange de la mort. Ils avancent pas très vite. Alors effectivement, s'ils prennent cette position, ça ne signifie pas qu'ils vont foncer sur Kramatorsk, qui là par contre est vraiment une ville stratégique parce que c'est la base arrière des forces ukrainiennes sur la zone. Mais pour l'instant, la prise de cette localité ne signifie pas grand-chose. En plus, ça peut être une prise avec une section de reconnaissance de 30 hommes qui vient ficher un drapeau au centre de la ville et qui ensuite va être pourchassé, traqué par les drones au cours des prochaines heures. Donc ça ne signifie pas grand-chose. C'est du pur récit. Il faut, pour Poutine, pour faire oublier d'une part les fils dans les stations-service et d'autre part le désastre en Crimée, il faut annoncer une victoire. Il n'a pas d'autre solution que ça. La situation dans laquelle est Poutine, c'est qu'il n'a pas de bonne solution pour sortir de l'impasse dans laquelle il a plongé la Russie depuis le début de la guerre. Parce qu'en fait, si vous êtes du côté ukrainien, on a compris au début de la guerre que cette guerre, elle nous ferait très très mal, mais on ne laisserait pas les Russes la gagner. Et c'est ce qui est en train de lui arriver. Et il n'a pas d'autre solution. Donc il met en scène une victoire, il se met en scène comme chef des armées. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Supposons qu'elle soit vraiment prise. Il n'y a pas aujourd'hui la possibilité de faire une percée qui permettrait d'aller jusqu'au Dniepr et d'emporter la bataille dans les 3 mois. C'est plus possible avec les drones. Il y a eu des assauts de blindés sur Konstantinivka. Ça s'est soldé par des pertes à chaque fois massives. Donc il faut repenser à ce qu'est la stratégie des Ukrainiens en particulier depuis ce qu'ils ont compris à Barmout, c'est on recule doucement en faisant payer au maximum l'armée russe en leur infligeant des pertes. Et depuis, Syrski a annoncé, c'était en mars je crois, il a annoncé cet été on arrivera à tuer 50 000, à imposer 50 000 pertes par mois. Ils sont passés de 30 000 à pas loin de 40 000. Si ça continue comme ça, l'armée russe recrute à peu près 24-25 000 hommes par mois. Donc voilà, le problème, il est là pour Poutine. D'où le besoin d'annoncer une victoire avec cette ville ou non. Il y a un contraste d'image. Magali, je voudrais bien votre regard. Si on va regarder, attendez, juste on regarde cette image parce qu'elle est importante. L'image de Poutine lundi, quand il dit on est dans une étape difficile. Et l'image de Poutine cette nuit, quand il est en treillis. Ces deux images, elles nous montrent une évolution. Elles nous montrent qu'entre lundi et hier soir, il s'est passé quelque chose. Lundi, en effet, il reconnaît quand même quelques problèmes parce qu'il ne peut pas nier non plus la réalité. Les Russes se rendent bien compte qu'ils n'arrivent plus à prendre de l'essence aux stations essence. Ils voient bien ces files d'attente. Donc, il est obligé aussi de dire bon, il y a un problème, mais je le gère. Et en fait, il le gère en mettant encore une fois le treillis avec ce message qui est celui de la reprise en main. C'est le message qu'il voudrait faire en tous les cas passer à son armée, passer à ceux qui doutent, aux ultranationalistes qui sont aussi qui sont en Russie et qui disent qu'il faut aller plus loin et plus fort en fait, que face aux défis que constituent ces frappes ukrainiennes sur le territoire russe, il faut que la Russie passe un cran supérieur encore. Le peut-elle ? Comment le peut-elle ? Mais c'est une façon de répondre aussi à ces doutes que l'on voit pointe quand on entend notamment les blogueurs militaires russes. Et encore une fois, cette semaine, cette vidéo qui est devenue virale de ce soldat, de ce vétéran de la guerre en Ukraine, qui a expliqué que ce n'était plus possible de combattre dans ces conditions et qui a menacé l'armée, qui a menacé Vladimir Poutine de retourner les armes qu'ils ont contre lui. Donc, c'est dire s'il est obligé quand même de prendre en main la situation. Alors, jusqu'où peut-il aller ? Jusqu'où peut aller cette fuite en avant ? On l'a vu, il y a plus ou moins ce narratif sur cette ville qui serait prise ou non. Et puis, il y a aussi des menaces portées directement contre les voisins européens. C'était cette nuit, écoutez Vladimir Poutine. J'ai lu en juin dernier que des dirigeants européens avaient applaudi les innovations ukrainiennes en matière de drones. On parle de cibles civiles. Est-ce que je dois comprendre que ces mêmes dirigeants européens encouragent des frappes sur des dortoirs étudiants, sur des civils ?
Il va y avoir une analyse précise, continue de l'implication de chaque nation dans la poursuite de la guerre en Ukraine. Une analyse de l'implication de chacune d'entre elles dans les opérations de combat va être réalisée. Nous avons besoin de cette analyse pour pouvoir prendre des décisions responsables à l'avenir. Vincent, on peut dire que c'est une petite menace. On va regarder très précisément ce que chaque pays a fait et quel soutien il apporte à l'Ukraine. Oui, après il ne faut pas tomber non plus dans le piège de la propagande et de la rhétorique poutinienne, notamment les menaces sur les pays baltes. Quand on n'est pas capable de progresser de quelques 20-30 kilomètres en plus d'un an dans le Donbass, on ne va pas tout d'un coup attaquer massivement la Pologne, les pays baltes, etc. Alors ce qu'ils vont faire certainement, on va avoir droit à des provocations, des provocations aériennes, des provocations navales. On y a droit en permanence. Vous savez, au cours du mois de juin, les forces aériennes françaises ont décollé en urgence 11 fois pour éconduire donc des aéronefs russes et pour détruire d'ailleurs un drone russe. C'était une première le 8 juin dernier dans le ciel balte. Et le 2 juin, il y a eu 6 sorties en scramble d'urgence de la chasse française, de 2 Rafales français pour éconduire 3 avions de chasse russes, 3 Sukhoi et 3 avions de transport. Donc en permanence, les Russes déjà nous testent dans le ciel balte, mais de là à lever 2 armées ou 2 ou 3 armées pour envahir les pays baltes, on n'en est vraiment pas là. Vous posez la bonne question, comment Poutine pourrait s'y prendre pour mettre en application ces menaces et pour aller menacer ses voisins européens? Ce sont les scénarios un peu fous qui nous sont révélés, parce que cette fois on a plus de précisions peut-être que sur les précédentes menaces, précisions qui ont été apportées par les Américains eux-mêmes. Magali, c'est vous qui allez nous raconter ces scénarios que pourrait envisager Poutine ou qu'envisage Poutine pour s'en prendre à ses voisins européens. Alors ce sont des scénarios que détaille le Télégraphe, journal britannique, en collaboration notamment avec des médias polonais. Alors évidemment, je suis d'accord avec Vincent, il bute déjà en Ukraine, aller menacer la Pologne, certes, mais là, manifestement, les services américains seraient en train quand même d'alerter Varsovie sur un certain nombre de provocations auxquelles pourraient se livrer les Russes, justement, pour défier et tester la détermination de l'OTAN. Donc scénario 1, vous avez, d'après le journal, les Russes qui pourraient lancer des drones, des frappes sur des infrastructures stratégiques en Pologne, des installations électriques notamment. Voilà l'hypothèse qui est évoquée par le journal. Deuxième possibilité, la Russie qui pourrait jouer avec les nerfs des Polonais en simulant une attaque aérienne massive, en obligeant la Pologne à notamment activer ses défenses aériennes. L'objectif, en fait, il est toujours le même. Il est d'intimider, il est d'essayer de désorganiser l'alliance pour essayer de peser sur le soutien justement de l'Alliance à l'Ukraine. Dans ces scénarios, il y a aussi peut-être pas la grande opération terrestre massive, mais quand même une incursion terrestre d'une manière ou d'une autre. Alors c'est ce que raconte le Télégraphe, cette incursion terrestre qui pourrait partir, mais mettons énormément de conditionnels, ce sont des projections, des plans, des hypothèses de Biélorussie, ou alors d'ailleurs de l'exclave russe de Kaliningrad, ce territoire qui est vraiment enclavé comme ça dans le territoire de l'OTAN, relié par le corridor de Suwałki. Les services américains penseraient donc, c'est en tout cas ce qu'ils diraient en ce moment à la Pologne, que les Russes seraient capables de franchir légèrement la frontière, soi-disant en prétextant un problème de GPS ou alors une opération de sauvetage de l'autre côté d'un hélicoptère. Enfin, il y a beaucoup de scénarios sur la table, et les Russes ensuite pourraient dire, une fois qu'ils ont mis un pied du côté polonais, eh bien, nous revenons chez nous si vous arrêtez l'aide à l'Ukraine. Voilà, c'est ce qui est posé sur la table par ce journal britannique. Évidemment, il y a la Pologne qui s'inquiète, il y a les États baltes qui s'inquiètent aussi de déstabilisation en se basant de déstabilisation russe en s'appuyant sur les minorités russophones. En tous les cas, il faut se préparer à tout. Et c'est ça le message en fait que cherche à envoyer Donald Tusk. Ah oui, pardon, j'ai oublié le scénario de l'attaque sous faux drapeau, c'est-à-dire que la Russie explique qu'elle a été attaquée par l'Ukraine et ça lui permet de justifier une attaque sur l'OTAN. Voilà, tout ça est mis sur la table et Donald Tusk, donc le Premier ministre polonais, dit il faut se préparer à tout. Merci beaucoup Magali. Amiral. Pardon.
La Pologne se prépare de manière très intensive à divers scénarios. Je n'ai pas l'intention d'effrayer qui que ce soit. Mais les mois à venir, notamment en raison de l'évolution de la situation en Ukraine, pourraient s'avérer véritablement critiques. Ces inquiétudes sont particulièrement palpables dans les pays baltes. Je le répète, nous sommes conscients des menaces, notamment grâce aux informations fournies par nos alliés. Voilà, Vladimir Poutine affaibli par les frappes ukrainiennes sur son sol, peut-il chercher à faire diversion en provoquant l'OTAN, en misant sur le désengagement des États-Unis? C'est finalement la question qui est posée et qui sera au cœur la semaine prochaine du sommet de l'OTAN en Turquie. Amiral, est-ce que vous y croyez à ces différents scénarios? Non, mais ce que vous venez de dire, c'est la clé. C'est-à-dire que la semaine prochaine, il y a le sommet de l'OTAN. Toutes les informations que l'on a viennent des États-Unis. Le nombre de morts, les scénarios de l'ISW, l'Institut de surveillance de la guerre, tous les décomptes CSIS américains financés, think tank américain financé par le gouvernement américain, tout vient des États-Unis. On est en train de perdre notre souveraineté et notre libre arbitre là-dessus. Donc il faut vraiment que l'on ait une capacité d'appréciation par nous-mêmes pour être sûr de défendre nos intérêts. Mais sur ces scénarios, est-ce qu'on peut imaginer des soldats qui se perdraient par hasard sur un territoire polonais et qui diraient on est là, on reste? Ça arrive, ça, que des soldats se perdent sur un territoire. Et ils restent. Non, il ne reste pas. Voilà. Après, il y a un embroglio diplomatique, mais on finit par régler. Non, moi, je ne crois pas trop. L'amiral est un peu dur avec les fantassins. Je vois ça. On va retrouver Olivier Weber. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain, grand reporter, auteur notamment des Anges et des Ogres chez Calman Levy. Ces différents scénarios, en fait, nous ramènent à cette fuite en avant de Vladimir Poutine. Est-ce que vous parleriez aujourd'hui, justement, de fuite en avant? Oui, tout est possible parce que, vous savez, c'est d'une part le syndrome du Kremlin où il y a cet enfermement qu'on a bien connu évidemment avec les tsars, mais surtout avec Staline. Et voilà, et la réalisation en fait de la part de Poutine que la guerre en Ukraine est impossible à gagner, en tout cas telle qu'il l'a concevée évidemment en février 2022. Et puis deuxièmement, le syndrome de la bête blessée, c'est un côté jusqu'au boutiste, un côté expansionniste, un côté inflationniste, un côté fuite en avant qui est effectivement extrêmement dangereux. On voit bien que les gains sur le terrain ont été extrêmement minimes pour la Russie, ont été extrêmement coûteux en hommes. On parle de dizaines de milliers de personnes hors de combat, donc du côté russe, pour gagner quelques kilomètres carrés. Et donc oui, effectivement, on peut avoir un côté fuite en avant. Deuxièmement, ce que dit Poutine, y compris là, en tenue militaire, c'est grosso modo, depuis le début de la guerre, nous ne sommes pas les agresseurs, nous sommes les agressés. Il faut vous préparer au combat et peut-être qu'on aura, pourquoi pas, une volonté de recrutement de masse. La conscription de masse, évidemment, ça le rendrait très impopulaire, surtout à l'heure actuelle où il y a une crise économique, où il y a la pénurie de carburant dont vous parliez tout à l'heure. Donc tout est possible, effectivement, c'est plutôt le scénario de la fuite en avant qui se délivre. Avec des capacités militaires aujourd'hui qu'on voit mises à mal, il lui reste quoi réellement comme option? Il y a bien sûr la guerre conventionnelle qui va continuer à fort prix au niveau, bien sûr, humain du côté russe, avec des capacités de recrutement, vous l'avez expliqué tout à l'heure, qui sont quand même de plus en plus limitées. Mais deuxièmement, il y a aussi les scénarios de guerre hybride, y compris de provocation sur les pays baltes, sur la Roumanie, sur la Pologne. Je ne crois pas à une attaque terrestre, contrairement à ce que laissaient fuiter les Américains encore hier, mais tout est possible avec Poutine. En tout cas, un scénario de guerre hybride est tout à fait possible. On l'a vu en Arménie, on l'a vu en Azerbaïdjan, on l'a vu en Géorgie, et bien sûr, on l'a vu aussi en Moldavie et contre d'autres pays maintenant de l'OTAN. Donc, je crois plus à cela. Alors, d'un autre côté, les Ukrainiens, puisque j'étais en Ukraine il y a quelques semaines, sont extrêmement confiants, ne croyaient pas du tout à une possible reconquête des territoires perdus. Ils y croient maintenant. Je ne crois pas, pour ma part, à une reconquête de la Crimée, connaissant la Crimée, on va dire, des deux côtés, côté ukrainien et côté actuel occupé par les Russes. Donc, mais en tout cas, eux, ils y croient. Et effectivement, il peut y avoir une sorte de, là aussi, non pas du fuite en avant de la part des Ukrainiens, mais de volonté de reconquérir des territoires perdus. Évidemment, ça prendra là aussi un peu de temps et ça coûtera aussi énormément en hommes. Ce que me disaient les officiers, les militaires donc ukrainiens et même les hauts fonctionnaires ukrainiens, c'est que ce dont on manque le plus
plus actuellement en Ukraine, c'est non pas l'aide économique, c'est non pas l'aide financière, c'est non pas les munitions et les armes qu'on produit maintenant, ce sont les hommes. Donc il y a un vrai problème de recrutement là aussi en Ukraine, et c'est là où ça peut jouer évidemment dans ce rapport de force. Olivier Weber, vous restez avec nous. Jean-François Boutor, est-ce qu'il peut y avoir aussi au sein de la population une colère qui à un moment déstabilise ou pousse Vladimir Poutine à aller encore plus loin? Écoutez, tous les gens qui connaissent l'histoire de la Russie vous diront qu'il n'y a jamais eu de révolte populaire qui a renversé le pouvoir. La révolution d'octobre, c'est un coup d'État, ce n'est pas une révolte populaire. Il y a la désertion des soldats en 17, ça fait tomber le dard. Parce qu'ils sont incapables de nourrir la troupe, ils sont incapables de l'habiller, ils sont incapables de l'armer. Mais une révolution populaire, je n'y crois absolument pas. Je voudrais juste revenir sur une chose sur la Crimée qui est très importante que j'ai oubliée. La Crimée, elle a été prise pourquoi par les Russes au XVIIIe siècle. Elle a été prise parce que c'est un porte-avions au milieu de la mer Noire, c'est-à-dire c'est le contrôle de la mer Noire face à l'autre grande puissance ottomane. Et perdre la Crimée, symboliquement, c'est une perte de puissance majeure. Alors aujourd'hui, la marine russe a été rejetée au fin fond de la mer Noire vers Novorossiysk. Mais si la Crimée redevenait ukrainienne ou si on ne peut plus rien en faire, c'est historiquement la base de Sébastopol qui est perdue. C'est toute l'histoire de la Russie que Poutine aura sacrifiée. C'est ça qui est en jeu derrière. C'est pour ça que je voulais revenir dessus parce que c'est très important. Est-ce que face à un tel Poutine qui se pose des questions, il faut être plus ferme ? Et il faut en profiter de ce moment où, dans une fuite en avant, on pourrait s'imposer un peu plus. Pourquoi on se pose cette question ? Parce que, ça a l'air de marcher. On va vous raconter cette histoire avec Rebecca Blanc-Lelouch qui nous a rejoint. Vous savez, il y a cette flotte fantôme russe qui circulait dans la Manche, qui stationnait dans la Manche. Et bien, visiblement, la fermeté britannique et française ont fait reculer cette flotte. Oui, et vous allez le voir. Depuis quelques semaines, les pétroliers de la flotte fantôme russe changent leur route et ces navires, utilisés par Moscou pour contourner les sanctions sur son pétrole, évite de plus en plus la Manche. Regardez d'abord la route empruntée jusqu'ici. Vous allez le voir. Avant, les pétroliers quittaient les ports russes de la Baltique, traversant la mer du Nord, longeaient les côtes françaises et britanniques entre Calais et Douvres avant de rejoindre l'Atlantique. Mais depuis le durcissement de ces contrôles, des contrôles français et britanniques et les interceptions qui se multiplient, cette route est devenue bien plus risquée. Résultat, de plus en plus de navires préfèrent faire un grand détour et contournent désormais le Royaume-Uni par le nord de l'Écosse avant de redescendre dans l'Atlantique. Un trajet bien plus long, bien plus cher, mais qui leur permet d'éviter les eaux françaises et britanniques. C'est un des premiers effets très concrets du renforcement de ces contrôles occidentaux. Et on sait que plus d'une dizaine de pétroliers ont déjà été interceptés en 2026. Surveillance qui a aussi été renforcée parce qu'on soupçonnait ces navires de mener des opérations d'espionnage. C'est ce qu'une enquête révèle, c'est une enquête publiée de l'IISS. Depuis fin 2024 et pendant 18 mois, la Russie aurait multiplié les survols de drones au-dessus des sites stratégiques européens, donc des bases militaires, des aéroports et infrastructures nucléaires qui ont pu être ciblés. Au total, l'enquête recense 144 incidents dans une dizaine de pays. C'est donc la totalité des infrastructures abritant la dissuasion nucléaire en Europe qui est concernée. Je vais vous donner un exemple. On sait qu'au Royaume-Uni, des drones ont été repérés au-dessus de plusieurs bases, notamment la base aérienne de Lakinit et la base de Fairford. Et en France, on sait que des drones ont été repérés au-dessus de l'île Longue, en Bretagne, de la base de la dissuasion nucléaire française. Et selon le rapport, des navires liés à la Russie et à la flotte de l'ombre ont servi de base mobile pour ces drones, donc de base de lancement ou de relais de communication. Il y a notamment le Havre Dolphin qui a été signalé au quai au Royaume-Uni et le Conga qui a été signalé au large de la Bretagne lors des survols à environ 100 km de la base nucléaire de l'île Longue. Ce mode opératoire d'espionnage a donc été identifié, c'est ce que révèle ce rapport. Les drones ne partiraient pas forcément du territoire européen, mais des navires russes en mer. Merci beaucoup Rebecca pour toutes ces explications. Quelle méthode utiliser face à un Poutine peut-être déstabilisé? Olivier Weber, est-ce que c'est le moment d'être ferme face à Vladimir Poutine?
Oui, absolument. On le dit sur votre antenne depuis quelques années, depuis 3 ans au moins. Moi, je crois beaucoup aux sanctions économiques. Pourquoi elles sont cumulatives? Jusqu'à présent, l'économie russe était relativement résiliente et elle profitait d'ailleurs de la capacité militaire en fait à produire du matériel pour soutenir l'économie. Or là, on voit bien, il y a une inflation relativement élevée. Il y a surtout un taux directeur de la Banque centrale qui était abaissé certes, mais qui est quand même à 14%. Vous avez des alertes, y compris de la part du directeur de Sberbank, la grande banque russe, German Gref, qui a dit, a mot couvert d'ailleurs à Poutine, attention à la menace du ralentissement économique. Et puis, quatrièmement, il y a eu un sondage. Alors, pour une fois, on peut dire qu'il est vraiment réaliste, ce sondage en Russie, parce qu'il parle de la vie quotidienne des Russes. Et les Russes se disent pessimistes à 60% sur l'évolution de l'économie en Russie. Ça en dit quand même assez long sur cet état de l'économie russe. Et les sanctions, oui, fonctionnent. Il faut absolument continuer à produire des sanctions économiques et surtout aussi à pouvoir frapper au portefeuille avec, bien sûr, la flotte fantôme et d'autres sanctions. Oui, je crois beaucoup. Merci beaucoup Olivier Weber. Alors évidemment, on va continuer à avancer dans ce grand dossier, la fuite en avant de Vladimir Poutine. Et s'il s'en prenait à ses voisins, est-ce qu'on pourrait compter sur Donald Trump? On va se poser cette question parce qu'aujourd'hui, Donald Trump célèbre sa toute-puissance. Pas sûr qu'il serait à nos côtés en cas de problème, puisque vous le savez, c'est le 250e anniversaire de l'indépendance aux États-Unis. C'est évidemment célébré avec Fast, version XXL, façon démesure de Trump. Sonia Dridi, vous êtes la correspondante de LCI aux États-Unis. C'est véritablement un événement que Trump a utilisé pour célébrer sa propre gloire. Oui, ce sont des célébrations qui sont en grande partie à la gloire de Donald Trump. Il a pris ce prétexte historique pour mettre en avant ses accomplissements, sa vision de l'histoire. C'est un comité qui est lié à la Maison-Blanche, Freedom 250, qui organise la plupart des événements ici à Washington pour célébrer les 250 ans de l'Amérique. Et un comité bipartisan, America 250, a lui été mis de côté. Résultat, plusieurs États démocrates ont boycotté la foire qui se trouve sur le Mall. Vous savez, c'est cette grande étendue verte en face de la Maison-Blanche. Donc c'est clairement un événement qui divise le pays. D'ailleurs, certains démocrates ici à Washington ont choisi de quitter la ville pour ne pas être là lors de ces célébrations. Mais on voit aussi depuis plusieurs heures des Américains qui ont débarqué de tout le pays. J'en ai rencontré certains venant d'Alabama, du Texas. Il y a pour l'instant une influence plutôt bon enfant. Beaucoup. Petit souci de connexion avec Sonia Dridi, c'est peut-être les effets de la chaleur et de la canicule. Ça perturbe les célébrations d'anniversaire, ça perturbe aussi les duplex. Vous voyez J.D. Vance qui affronte la canicule dans un discours en ce moment même en direct pour célébrer la parade nautique. C'est l'un des événements qui va ponctuer ces prochaines heures et ces célébrations XXL. Dominique Simonet nous a rejoint. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, journaliste spécialiste des États-Unis, co-auteur de Requiem pour un monde libre entre Trumpisme et islamisme. La tenaille totalitaire, c'est aux éditions de l'Observatoire. Si je vous pose la question un peu simplement, c'est une célébration de mégalo qui est en train de se dérouler aujourd'hui? De mégalo? Oui, on peut dire ça, parce que c'est vrai qu'elle est quand même axée sur la personnalité de Donald Trump. On le voit bien. D'ailleurs, c'est pas une surprise. On voit que Donald Trump, depuis des mois, met un peu son nom partout. Il a personnalisé, même privatisé la démocratie, d'une certaine manière. On voit son effigie sur les buildings officiels de Washington, et on sait combien, avec le concours de la Cour suprême, il renforce le pouvoir présidentiel. Donc il a certaines velléités autocratiques. Et donc ces commémorations, elles sont très très axées, en tout cas les commémorations officielles, axées sur la personnalité de Donald Trump et cette vision d'une Amérique qu'il essaye de flatter, une Amérique blanche avec une réécriture un petit peu de l'histoire. Mais bon, pour les Américains, malgré tout, c'est une commémoration que chacun fait dans sa ville, dans ses États. On mange un hamburger, on s'habille un peu avec le drapeau américain et on fait la fête et on va voir le feu d'artifice le soir. C'est pas forcément très important d'une certaine manière ce qui peut se passer à Washington pour un certain nombre d'Américains. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit qu'il y a 2 temps, il y a le côté festif des Américains qui célèbrent cet anniversaire, et puis il y a la vision beaucoup plus politique qu'en donne Donald Trump. Il a tenu un discours 7000 présidents américains extrêmement identitaire, avec le mot communisme qui revient dans son discours. Écoutez plutôt.
Nous voyons notre identité américaine face à une nouvelle offensive. Une génération après avoir mené et remporté la guerre froide contre la menace communiste, celle-ci refait surface sur notre sol, notamment par l'intermédiaire de nouveaux arrivants qui adhèrent à des idées totalement opposées à notre mode de vie et à notre formidable réussite. Sonia Dridi, on vous retrouve sous la chaleur américaine. On a réussi à rétablir la connexion. C'est un discours très particulier qu'on a entendu cette nuit, ce mot de communiste de l'intérieur qui aujourd'hui menace les États-Unis. Oui, Donald Trump s'est servi de cette tribune hier pour dénoncer de nouveau la menace communiste. Lui qui associe souvent ses opposants démocrates aux communistes, il a assuré qu'il y avait une résurgence de la menace communiste de la part de nouveaux arrivants dans le pays qui, selon lui, ont des idées totalement opposées à notre mode de vie, a-t-il dit. Il a également parlé des radicaux et des extrémistes qu'il accuse de s'en prendre à la moindre occasion à l'incroyable histoire, je cite, du pays, alors que l'opposition, elle, accuse le président américain de politiser ces célébrations. Donald Trump qui va faire un discours ce soir ici aux États-Unis sur le Mall. On peut s'attendre de nouveau à un discours politisé, à une sorte de tribune politique. Et malgré la chaleur, il a bien l'intention de faire long. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, même s'il fait environ 41 degrés, je ferai long pour montrer que je suis capable de tout faire. Voilà, il n'a peur de rien, le président américain. Merci beaucoup, Sonia Dridi. Allez vous mettre un peu au frais. Qu'est-ce qu'il nous dit en creux, Magali Barthès, le président Trump ? En fait, en effet, il politise ces commémorations qui virent presque au meeting de campagne, en fait. C'est ça qui est assez saisissant. Hier, vous savez, il était au Mont Rushmore avec derrière lui les grands-pères de l'histoire américaine. Hein. Et avant de partir là-bas, il avait lui-même, avec évidemment l'IA, il avait projeté lui-même sur ses réseaux sociaux son visage au milieu justement de Washington, de Jefferson, de Lincoln. Donc il y a cette idée qu'il est absolument central et que lui-même est en train de défendre cette identité américaine, que cet ennemi de l'intérieur, évidemment, il vise aussi la gauche radicale, il vise les migrants, évidemment, on comprend, hein, ces gens venus de l'extérieur. Donc en fait, il est parti déjà en fait dans une forme de campagne électorale. Hein. Les élections de mi-mandat, c'est en novembre prochain. Et en effet, il tourne ces cérémonies en commémoration, en meeting à son avantage pour essayer de défendre son bilan. Et c'est assez frappant. Hier, il a parlé aussi de l'Iran, il a parlé du Venezuela, il a dit combien il avait agi pour le bien de l'Amérique. Il veut faire passer ce message en profitant de ces 250 ans qui normalement sont un moment en effet de communion nationale. 250 ans d'indépendance des États-Unis. C'est vrai qu'il mène ces événements d'une manière qui est assez déroutante. Oui, c'est important ce que dit Magali, parce que c'est vrai que traditionnellement, c'est une fête de consensus, c'est une fête de rassemblement. Il faut rappeler aussi ce que c'est. Hein. C'est 1776, Thomas Jefferson, l'un des délégués des colons de Virginie, qui se révolte contre l'Angleterre et qui se réunissent à Philadelphie. Et Jefferson, sur son petit pupitre de bois qu'il a amené lui-même, rédige avec sa plume des premiers mots d'une déclaration qui sera la déclaration d'indépendance. Et on connaît tous ces mots. Tous les hommes sont créés égaux et ils disposent de droits inaliénables, c'est difficile à dire, parmi lesquels la vie, la liberté, et il avait mis la propriété au départ. Puis il a rayé, il a changé pour mettre la recherche du bonheur. Et ces mots-là, ce sont les premiers mots de la démocratie moderne, avant notre démocratie à nous, avant la démocratie française. Et d'ailleurs, il faut rappeler que Jefferson, quelques temps plus tard, est allé en tant qu'ambassadeur envoyé des insurgés de la nouvelle démocratie à Paris, et il a aidé à rédiger la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est un acte rassembleur, fondateur, qui normalement met tous les Américains dans le même esprit. Et
Magali a raison de dire à quel point Donald Trump n'est pas dans cette tradition, hélas. Il est en train d'écrire sa propre histoire quand il voudrait son visage. Moi, il y a deux images transformées par l'IA, comme vous disiez, qui m'ont marqué ces derniers jours. C'est celle que vous évoquiez avec son visage sur le Mont Rushmore. Et puis, il y a cette image où il porte le monde à lui tout seul, président du monde. Sauf qu'il a quand même quelques dossiers, Donald Trump. Là, il joue comme si tout allait bien, mais on va essayer de voir ce contraste des images. Rien qu'aujourd'hui, on a à la fois ce 250e anniversaire fêté de façon XXL, et puis cette guerre en Iran qui n'arrive pas à se terminer, et les funérailles officielles d'Ali Khamenei qui mobilisent énormément d'Iraniens, qui sont l'occasion aussi de menaces directement adressées à Trump, et qui nous montrent que sur ce sujet-là, il n'a pas gagné, Donald Trump. En tout cas, il n'en a pas terminé, et que ça reste aujourd'hui un boulet qu'il doit porter en ce jour, avec quand même la provocation des funérailles officielles ce même jour. Ça, c'est certain. Les images d'Iran sont aussi des images de propagande. Il ne faut pas non plus. Et, ce sont deux images de propagande face à face. Et à chacun son style. On était habitué au style de Donald Trump depuis le 28 février. Mais c'est vrai que rien n'est terminé. Il nous a légué une épée de Damoclès au-dessus du détroit d'Ormuz. Or ça intéresse toute la communauté internationale. C'est pas comment dans les 60 jours, il reste plus 60 d'ailleurs, dans les jours qui restent, il va pouvoir trouver une solution pour désarmer cette épée. Vincent ? Oui, moi je suis assez inquiet parce que Dominique parlait des valeurs de la démocratie moderne qui ont été donc instituées à l'occasion de la déclaration d'indépendance donc en 1776 à Philadelphie. Je suis assez inquiet aujourd'hui quand même. Notamment, il y a une image hier qui m'a marqué, c'est le survol du Mont Rushmore par Air Force One. Il y avait une photo dont la Maison Blanche était très très fière, alors que Air Force One a été donné par le Qatar aux États-Unis. Donc Make America Great Again, on en est très loin. Parce que si même les Américains ne sont pas capables de construire un Air Force One suffisamment confortable et avec énormément de techniquement supérieur aux autres avions des flottes présidentielles, c'est quand même assez dramatique. Sur ces images, Vincent, on va revoir ce contraste quand même, parce que alors on ne sait pas si l'Iran a choisi pile ce week-end pour faire les commémorations et les funérailles du guide suprême, mais enfin on peut le penser. Regardez ce contraste des images, le feu d'artifice de Donald Trump et tous les officiels présents qui pleurent sur la dépouille du guide suprême avec ces milliers d'Iraniens réunis. Deux images de propagande, amiral, vous aviez raison de le rappeler, mais c'est quand même un aveu d'échec aujourd'hui pour Donald Trump d'avoir ces images. Moi, je pense que nous avons deux démonstrations de force, en fait. L'un à Washington. Mais quand Trump dit cette nuit, l'Iran est à genoux, l'Iran n'est pas à genoux. L'Iran répond. En fait. L'Iran répond à Donald Trump. Au contraire, nous sommes toujours là. Et chacun essaye d'imposer l'idée qu'il a gagné la guerre. Sauf qu'en réalité, les Iraniens ont véritablement survécu et se vivent comme ça. C'est vraiment un message de vengeance aussi, qui est audible aujourd'hui à Téhéran. Et puis, de l'autre, vous avez un Donald Trump qui essaye, devant ses partisans réunis, d'imposer l'idée que les États-Unis, en effet, auraient remporté la mise face à l'Iran, et c'était les mots d'ailleurs du président américain cette nuit, qu'il a laissé une semaine à l'Iran généreusement pour mener ses funérailles. Donc vous avez deux récits qui se font face avec ces images d'un côté comme de l'autre pour essayer de faire passer cette idée d'une victoire qui évidemment n'en est pas une. Pour Trump, elles sont dérangeantes ces images aujourd'hui, pour sa population. Pour les Américains. Oui, parce qu'il y a une concomitance qui est effectivement très désastreuse, même pour lui. Parce que, quoi qu'il dise, il s'invente une victoire. Il n'y a pas de victoire en Iran. On voit le protocole d'accord, si tant est qu'il se transforme en protocole, c'est une victoire de l'Iran évidente. L'Iran se retrouve avec plus de choses qu'avant la guerre. Alors que c'était une puissance, ça reste une puissance fanatique qui détruit sa propre population et qui menace la région entière et même l'Occident par
le biais du terrorisme. Donc rien n'est résolu. C'est en même temps deux images assez stupéfiantes en fait quand on partage l'écran comme ça, deux images stupéfiantes de la planète aujourd'hui. Alors Donald Trump, évidemment avec tout ce qu'on a dit, il n'est pas vraiment le meilleur symbole de la démocratie américaine puisqu'il fait en sorte d'augmenter son pouvoir présidentiel, il effrite un peu les institutions, mais malgré tout c'est une démocratie, malgré tout c'est la démocratie américaine et malgré tout elle tient. Les contre-pouvoirs résistent. La Cour suprême ne lui donne pas toujours raison. Elle lui a donné raison sur le droit du sol, sur les droits de douane, mais elle lui donne pas. Elle lui donne tort sur le droit du sol et les droits de douane. Donc sur les choses importantes de la Constitution, la Cour suprême ne suit pas cette dérive de Donald Trump. Donc il y a toujours, on peut toujours le penser, une Amérique qui est derrière ces 250 ans là, qui ne dit pas grand-chose, qui est pas extrémiste, qui est pas MAGA, qui est pas non plus l'autre dérive que dénonce Donald Trump d'ailleurs du Parti démocrate qui part vers des dérives très anti-sionistes, anti-Israël et extrêmement à gauche et qui commence à poser un problème au Parti démocrate. Donc il y a quand même une Amérique qui reste là et on peut supposer que qu'elle tienne encore et que rien n'est joué. L'Amérique démocratique existe encore. Non, je voulais te poser une question à l'amiral parce que je voulais que vous commentiez les images qu'on voyait tout à l'heure. Je crois qu'on voyait passer tout à l'heure le navire-école de l'école navale. Non, c'est un des navires-écoles de l'école navale qui est avec un équipage mixte franco-américain d'élèves qu'on appelle des midship de l'école navale, mais aussi les équivalents d'Annapolis, qui est l'académie navale américaine. Et ils ont traversé l'Atlantique et les voilà. Et qui rappelle l'implication de la marine française, de la Royale, à l'époque, notamment dans les succès dans la baie de Chesapeake et à Yorktown. Et la France qui participe aussi à ces réunions. Quelques petits escarmouches, un moment qu'on appelait la quasi-guerre, il n'y a jamais eu de guerre entre les États-Unis et la France. D'ailleurs, la France participe à ces cérémonies du 250e anniversaire. Hein. Oui, absolument. Donc il y a une histoire commune, même si certains veulent la réécrire, même s'il y a un anti-américanisme qui est toujours un peu profond en France dans certains milieux. Malgré tout, il y a une coopération, il y a une histoire commune et je pense qu'il y a des valeurs communes que les deux peuples ont envie de défendre. Cela malgré des fois la manière que peut avoir Donald Trump de rudoyer ses interlocuteurs internationaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Un petit mot quand même encore sur la manière dont Trump résiste à tous les dossiers, à tous les problèmes. Et quand je dis dossiers, les dossiers lourds, on a évoqué l'Iran. Epstein, l'affaire n'est pas terminée. Elle est et il traverse tout ça, Donald Trump. Alors, il traverse pour le moment, mais j'ai envie de vous dire, attendons de regarder le résultat des élections de mi-mandat. Les sondages ne montrent pas un effondrement, mais en tous les cas, il a une cote de popularité qui est quand même très, très basse, avec des Américains très inquiets sur l'économie, sur leur pouvoir d'achat, sur l'inflation qui est quand même très élevée aux États-Unis. Or, c'est vraiment sur ces sujets-là qu'il a été élu, Donald Trump. Il n'a pas été élu pour aller bombarder l'Iran et régler le problème du nucléaire. Non, il a été élu par les Américains parce qu'il était jugé plus compétent sur les questions économiques. C'est certainement d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussé à arrêter finalement cette guerre en Iran. C'est cette pression sur le détroit d'Ormuz et les risques en effet sur l'économie mondiale, sur l'inflation aux États-Unis. Donc pour le moment, attendons de voir les résultats du prochain scrutin. Ça va être le véritable test pour Donald Trump. Et on sent qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude au sein évidemment du Parti républicain et que Donald Trump, encore une fois, va tout cet été faire campagne dans la perspective de ces élections mi-mandat. Et on a l'impression un peu que cette campagne, elle commence aujourd'hui. Et c'est une autre image du jour, un autre hasard du calendrier. Le pape Léon XIV, vous savez, pape américain, né à Chicago, ville où la police notamment de l'immigration de Donald Trump a beaucoup œuvré et où il y a eu beaucoup de polémiques, eh bien aujourd'hui le pape a choisi d'être à Lampedusa auprès des migrants. C'est aussi une image qui, dans cette date anniversaire de l'indépendance américaine, montre une autre image de l'Amérique.
Oui, on a l'impression qu'il y a une guerre de l'image aujourd'hui, effectivement. Totalement. Avec ces 3 images, on pourrait séparer les l'Iran, les États-Unis, le pape. Avec 3 regards, peut-être 3 regards différents sur la planète. Le pire étant celui de ces foules en noir absolument terrifiantes en train d'acclamer ce tortionnaire, enfin la dépouille de ce tortionnaire. Le guide suprême. Donc oui, qu'on appelle le guide suprême. Oui, quel guide. Donc oui, c'est je pense que c'est assez symbolique de la situation dont le monde est aujourd'hui, avec beaucoup d'inquiétudes, il y a certaines voix différentes on ne peut que rappeler justement à ce jour de commémoration aux États-Unis, de rappeler qu'il y a les valeurs de la démocratie et la liberté, c'est quand même quelque chose d'essentiel, et on ne le sait que souvent on s'en rend compte vraiment quand on la perd. Vincent, un petit mot pour conclure. C'est le choc de 2 images entre l'Américain le plus impopulaire au monde et l'Américain le plus populaire au monde. Tout simplement. Voilà. Et c'est un véritable pied de nez. Je pense que le pape à Lampedusa a choisi cette date-là à dessein, justement. C'est un adversaire de Trump aujourd'hui, le pape ? C'est un adversaire intellectuel et spirituel de Trump, quand bien même Trump serait spirituel et intellectuel d'ailleurs. Il joue pas du tout sur la même ligne. Oui, c'est un adversaire. C'est un adversaire parce qu'il défend de vraies valeurs judéo-chrétiennes, contrairement au pape qui les bafoue. Donc c'est un caillou dans le pied de Donald Trump. C'était l'inverse que vous vouliez dire. Oui. Contrairement à Donald Trump qui les bafoue. Pardon. Magali, sur cette image. Mon excuse. Non, mais c'est vrai, le premier pape américain qui choisit les 250 ans de l'indépendance américaine pour être ici à Lampedusa, alors qu'hier, dans son discours, Donald Trump dénonce justement ses ennemis qui arrivent de l'extérieur pour déstabiliser les États-Unis. Et bien là, un pape qui se met justement devant cette porte qui symbolise le départ justement de ces migrants pour l'Europe, et évidemment que cette image est très forte, et que aujourd'hui, ce pape, en effet, est un adversaire finalement de Donald Trump, et on le voit dans les messages qu'il diffuse. Il n'a pas peur de cet affrontement avec Donald Trump, ce qui pose quand même un problème à Donald Trump, qui a une base chrétienne extrêmement forte. Avec les évangéliques notamment. Merci beaucoup, c'était le choc des images qu'on a commenté dans le grand dossier. Merci à vous tous d'avoir été avec nous cet après-midi sur LCI. On va continuer à faire le tour de l'actualité à 18h avec Rebecca Blanc-Lelouch. Rebecca, on va faire un point sur les feux de forêt. On sait la pression est maximale et il y a justement un nouveau feu de départ, cette fois dans le Gard. Oui, c'est un poids lourd qui a pris feu. Le véhicule circulait sur l'autoroute A9 au niveau de la commune de Rochefort-du-Gard. L'incendie a été poussé par un vent très fort pour ensuite se propager à la végétation. 60 hectares ont été entièrement brûlés. Les sapeurs-pompiers sont déployés depuis 15 heures et des renforts sont également attendus sur place. Un nouveau front donc pour les pompiers qui vont devoir faire aussi avec la météo, puisque désormais 7 départements sont en alerte orange canicule. Oui, selon le dernier bulletin de Météo France de l'après-midi, d'importantes chaleurs sont à nouveau attendues dans le sud de la France. Les départements concernés par cette vigilance sont l'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et le Vaucluse. Météo France évoque un nouvel épisode caniculaire de moindre intensité que le précédent, mais appelle à la vigilance pour les personnes sensibles. Dans l'actualité également, le premier cas d'Ebola identifié sur le territoire français est guéri. C'est la dernière information importante évidemment. Guéri est sorti de l'hôpital, c'est ce que vient d'annoncer la ministre de la Santé. Il s'agit d'un médecin humanitaire arrivé en France le 23 juin dernier. Il a fait l'objet d'une prise en charge médicale et d'un suivi strict et a pu regagner son domicile en toute sécurité. Et puis on termine avec ces manifestations qui avaient lieu un peu partout en France aujourd'hui, manifestations contre les violences sexistes et sexuelles. Après le meurtre de la petite Liana dans le Gers, des associations manifestent en ce moment dans tout le pays avec un objectif, l'adoption d'une loi globale, un texte qui vise à lutter contre les violences sexuelles, allant de la prévention et du traitement judiciaire à l'accompagnement des victimes. Merci beaucoup Rebecca Blanc-Lelouch. Vous restez avec nous sur LCI. Dans un instant, 24 heures avec Amélie Carrouer. Je vous souhaite une bonne soirée sur LCI.